Alors, nous voilà réunis pour le dernier conseil municipal de l'année. Jean-Jacques, tu t'installes, s'il te plaît. Bien. Alors, je déclare la séance ouverte. Est-ce que j'ai des pouvoirs? Non? Pas de pouvoir? Pas de pouvoir. Alors, conformément aux habitudes, nous devons désigner un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des candidats? Oui, Nathalie. Oh, bah, tu étais motivée. Nathalie Goua, secrétaire de séance. Je vous propose d'approuver ou pas le dernier procès-verbal de la réunion du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 25 octobre. Est-ce que vous avez des observations ou des remarques? Non, il était assez technique. Alors, est-ce que, donc pour le voter, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Non. Eh bien, le procès-verbal du dernier conseil municipal est approuvé. Alors, pour l'ordre du jour ce soir, nous aurons des points sur les finances locales, notamment sur le cabinet médical, des points sur l'urbanisme et l'environnement, assez technique, des points sur Grenoble-Alpes Métropole, les rapports annuels 2020, sur le prix des services publics de l'eau notamment. Au niveau administratif, une convention que nous allons signer avec le centre de gestion de l'Isère, qui va intervenir sur nos archives. Au menu encore les ressources humaines sur la durée annuelle du temps de travail, mise à jour des tableaux des effectifs et convention d'intervention sur les risques professionnels, un gros travail qui a été fait. Une convention pour les espaces verts sur les travaux avec la CISI. Nous finirons sur ce qui est institutions et logements, sur les conventions que nous allons signer sur le système national d'enregistrement des demandes et du logement locatif. Je vous en parlerai. Voilà, donc nous avons 13 points ce soir. Alors, sur le premier point qui concerne exactement la prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022, du budget général, c'est Gérard Fay qui est rapporteur. On t'écoute. Merci Nelly. Eh bien, il s'agit là d'une délibération classique proposée au conseil municipal à chaque fin d'année. Elle permet de faciliter la transition entre une année budgétaire et la suivante en ce qui concerne les dépenses d'investissement. De façon très pratique, dans l'attente du vote du budget primitif de l'année 2022, qui devra avoir lieu, rappelons-le, au plus tard le 15 avril 2022, par cette délibération, le conseil municipal autorise le maire à liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en 2021. Alors, les montants autorisés à mandater sont indiqués dans le projet de délibération, à savoir pour le chapitre 10, dotation au fonds divers, 6 750 €, au chapitre 20, immobilisation incorporelle, 21 172,60 €, au chapitre 21, immobilisation corporelle, 75 369,18 €, et au chapitre 23, immobilisation en cours, 52 455 €. On notera que cette délibération n'est requise que pour les dépenses d'investissement, dans la mesure où, pour ce qui concerne la section de fonctionnement, le Code général des collectivités locales autorise le maire à engager, liquider, mandater des dépenses de fonctionnement jusqu'à hauteur du budget de l'année précédente.
Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? 0. Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne donc son accord et m'autorise à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en 2021, dans l'attente du vote du budget primitif 2022. Le point suivant que tu vas nous expliquer, Gérard, c'est la clôture du budget annexe du cabinet médical. Oui, c'est une satisfaction, hein, cette délibération qui vous est proposée aujourd'hui, car nous avons eu déjà l'occasion d'évoquer à certains de nos précédentes réunions de conseil, notamment au moment où on a présenté le compte administratif de l'année dernière, ainsi que le budget de la présente année. Nous avons donc déjà eu l'occasion d'évoquer l'existence de ce budget annexe et de dire qu'il s'agit là d'une curiosité administrative. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, et rappeler en fin de compte, c'est qu'au-delà de cet aspect de curiosité administrative, les inconvénients qui résultent de cette existence sont bien réels. Une complexité accrue de gestion et surtout une très grande rigidité financière. Donc après avoir vérifié que l'existence de ce budget annexe ne répond pas à une exigence réglementaire, puisque en effet la gestion du cabinet médical se limite à une gestion de location de locaux et à l'entretien de ces locaux, et non pas à la gestion d'un service public industriel et commercial qui, lui, exigerait l'existence d'un budget annexe. Après avoir naturellement pris la tâche tant des services du Trésor que des services fiscaux, eh bien, il vous est proposé aujourd'hui de clore ce budget annexe du cabinet médical, d'autoriser le comptable public à procéder à l'intégration de l'ensemble des comptes de ce budget annexe dans le budget général, tant en ce qui concerne l'actif, le passif, les comptes de tiers et surtout, je dirais, le résultat de fonctionnement. Il est donc proposé d'approuver le transfert des résultats budgétaires de clôture 2021 du budget annexe au budget principal. Merci. La place aux questions. Côté des élus, tout est clair. Bien. Eh bien, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Eh bien, après avoir délibéré, nous avons donc donné notre accord et m'autorise à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette présente délibération. Bonne nouvelle. Nous passons maintenant à la partie urbanisme et environnement. Et je vais passer la parole à Nathalie au sujet d'une cession de 50% du capital détenu par la commune de Noyaret au sein de la société publique locale Isère Aménagement. On t'écoute. Voilà, petite délibération technique. Donc, suite à un courrier en date du 15 mai 2020, dans lequel le président directeur général d'Isère Aménagement a sollicité la commune actionnaire de la société pour céder la moitié des 60 actions qu'elle détient afin de permettre l'entrée au capital d'un nouvel actionnaire. Ce nouvel actionnaire est la commune de Saint-Jean-de-Bournay. Cette opération ne modifie en rien la représentativité de la commune dans l'Assemblée spéciale des actionnaires non directement représentés au conseil d'administration. Cette cession a été soumise à l'agrément du conseil d'administration d'Isère Aménagement qui s'est réuni le 28 septembre 2021. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter la cession de 30 actions que la commune détient, soit 50% de ses parts, d'une valeur nominale de 100 €, soit 3 000 € à la commune de Saint-Jean-de-Bournay, et d'autoriser le maire à accomplir toute formalité et à signer tout document relatif à cette opération, notamment l'acte de cession correspondant. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Eh bien, je mets au vote ce rapport. Pas le rapport au vote.
Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne donc son accord pour la cession de ces 30 actions et m'autorise à accomplir toutes les formalités, à signer tout document relatif à cette opération. Le point suivant est le rapport du représentant de la commune au sein de la SPL ALEC. C'est Johan Salas-Damas qui est rapporteur. On t'écoute. Bonsoir. Donc, pour rappel, la commune est actionnaire de l'ALEC, donc l'association locale énergie climat, enfin l'agence maintenant. Le statut de l'ALEC a changé cette année. C'est pour ça que ce rapport, qui jusqu'à maintenant ne nécessitait pas de passer en conseil municipal, doit passer cette année en conseil municipal. L'ALEC est devenue une SPL et le rapport que je vais brièvement vous représenter traduit réellement beaucoup d'administratifs en lien à ce changement de statut qui a été demandé au vu de la quantité de liquidités que l'ALEC, qui transite par l'ALEC. L'ALEC étant responsable de toutes les actions environnementales, en gros, d'Alpes Métropole. Concernant Noyaré, l'ALEC, pour rappel, a un rôle de soutien. Donc elle s'occupe de tous les bilans énergétiques des bâtiments, les suivis. Plus elle nous soutient pour toutes les démarches en vue d'avoir des subventions dans le cadre des différents projets qui encourent l'environnement, tels que les états des lieux des bâtiments, pour différentes actions futures. L'ALEC est un partenaire important. Donc le rapport d'activité 2020, sur un plan financier, un chiffre d'affaires de 987 977 €, sur un prévisionnel d'1 million d'euros. Ceci est principalement dû au plan de relance post-Covid, qui a généré plus d'opérations. Pour une première année de fonctionnement, le bénéfice s'établit, donc une première année en tant que SPL, s'établit à 996 105 €, lié essentiellement à la non-réalisation de certaines dépenses, communication, retard de recrutement, du fait de la crise sanitaire. Sur le plan opérationnel, la SPL a réalisé les démarches pour l'immatriculation de la société, donc en tant que SPL. Elle a adhéré à un groupement d'employeurs permettant la mutualisation du personnel avec l'association ALEC, parce que l'ALEC a été coupée en deux, une part SPL et une part associative, l'association AGDEN. En octobre 2020, 28 salariés GIEC étaient mis à disposition de la SPL, représentant 24 équivalents temps plein. Elle a de plus signé un bail de sous-location avec l'association ALEC, qui a racheté du mobilier de bureau, etc. etc. Enfin, c'est vraiment, tout est lié à des répartitions de biens et d'actifs liés au changement de statut. Donc il y a eu les élections municipales en 2020 qui ont permis le changement d'administrateur de la SPL. Les statuts de la société donc, ont évolué de SPL. Donc je propose donc Madame le maire d'entériner ce rapport d'exercice 2020 concernant l'ALEC. Merci Johan. Y a-t-il des questions? Des interventions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Après en avoir délibéré, nous prenons donc acte de ce rapport. Et on continue sur les rapports, puisque effectivement la fin de l'année voit arriver les papillotes et les rapports. Alors, cette fois-ci, c'est le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement de Grenoble-Alpes Métropole. Donc ce rapport-là, vous pouvez le trouver en mairie complet. Quelques mots peut-être en synthèse sur notamment l'eau potable. Il faut savoir qu'il est calculé que nous consommons 148 litres d'eau par habitant chaque jour, ce qui est quand même énorme.
Focus sur les faits marquants. Eh bien, évidemment, et merci, la continuité du service public pendant la crise sanitaire. La convergence tarifaire pour la quasi-totalité des abonnés. La mise en place d'un suivi quantitatif des ressources gravitaires. Le partenariat technique et financier entre l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et la collectivité. Et l'harmonisation des tarifs de l'eau entre Grenoble, Alpes Métropole et les communautés de communes de Grésivoudan. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais si vous souhaitez pouvoir consulter ce rapport, je vous le redis, c'est tout à fait possible. Quelques chiffres clés. 9,1 km de réseau renouvelé. 5800 contrôles de la qualité de l'eau en 2020. Nous avons 156 réservoirs qui stockent l'eau entre les captages et les habitations. 1973 km de conduite apportent l'eau des captages jusqu'aux habitations. C'est important de le savoir, si on fait un trivial poursuite peut-être. Et en ce qui concerne le rapport d'assainissement, eh bien pareil, poursuite de l'activité. Et on retrouve aussi dans ce rapport l'information qu'effectivement, il mesurait les traces de la Covid-19 dans les eaux usées. Depuis juin 2020, des prélèvements en vue de mesurer donc ces traces dans les eaux usées ont été mises en place à Aquapol. Et du coup, en janvier 2021, la station a intégré le réseau national Aubépine qui suit les données Covid-19 dans les eaux usées de près de 150 usines de traitement des eaux usées en France. Qu'il y a eu aussi une aide aux collectivités pour le traitement des boues durant la crise sanitaire, puisque l'épandages des boues non hygiénisées étaient interdites. Hygiénisées, oui, je l'ai bien dit. Et enfin, la gestion et la réparation de la rupture d'une conduite d'alimentation d'un filtre biologique à Aquapol. Puisque le 24 juin, il y a une rupture de la conduite d'alimentation qui traite l'azote dissous dans les eaux usées. Donc l'ouvrage avait été mis à l'arrêt complet et vidangé. Et oui, tiens, un chiffre intéressant aussi, 55 communes sont raccordées à la station d'épuration d'Aquapol, donc juste en face de chez nous. 97,3% de coefficient de collecte des réseaux métropolitains sont raccordés à Aquapol. Donc voilà, quelques mots. Alors, les recommandations du rapport sont les suivantes. La numéro 1, élaborer et adopter les statuts de la métropole. Recommandation numéro 2, oups, je me suis trompée de phrase là. Je me disais, mais attends, c'est quoi ces recommandations? Je ne les trouvais pas dans mon... Désolée. Voilà. Donc la commune a été destinataire des rapports annuels sur la qualité et le prix des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Il doit être présenté avant le 31 décembre. Donc... Allô? Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ces rapports. Je vous redis, ils sont consultables à la mairie. Donc, y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Ah. Alors... à la fin du rapport, attends. Méthanisation des boues et valorisation biométhane. Réduction de 50% des boues à traiter grâce à la méthanisation. Production de biogaz. Mais je peux te donner... Enfin, tu l'as eu le rapport sur les... Vous l'avez eu le rapport par mail? Parce que là, j'ai juste édité la synthèse, mais il y a... Combien de pages? Une centaine de pages, hein. Donc là, oui, il y a un tout petit paragraphe de synthèse sur la méthanisation des boues. Et il y a un gros travail qui est fait. Et d'ailleurs, le dernier Mairie Magazine portait sur l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait un article hyper intéressant avec des photos d'Aquapol. C'était intéressant. Est-ce que quelqu'un ne prend pas part à ce vote? Non. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne, c'est un rapport. Donc le conseil municipal prend acte de ces rapports.
Voilà, je me retrouve dans mes feuilles là. Donc le point 6, maintenant, on repasse la parole à Gérard sur le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de Grenoble-Alpes Métropole au cours de l'exercice 2014 à 2018. Et là, les recommandations seront un peu plus de sens. Merci Madame le maire. Eh bien, c'est une année particulièrement riche en matière de rapport de la Chambre régionale des comptes, puisque c'est la seconde fois cette année que nous avons à prendre connaissance d'un rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Et ces deux rapports, celui dont on a pris connaissance au mois d'avril et le présent rapport, concernent la gestion de la métropole. Alors, quelle différence entre les deux? Eh bien, le rapport dont nous avons parlé lors de notre séance du mois d'avril concernait les années 2014-2018. Le présent rapport concerne les années 2014 et suivantes. On comprend donc que ce second rapport a intégré les plus récentes orientations de gestion de la métropole. J'insiste pour dire qu'il s'agit bien de deux rapports définitifs, c'est-à-dire que la Chambre régionale des comptes a bien délibéré deux fois et qu'à chaque fois, elle a respecté son processus qui lui est imposé par les dispositions législatives, à savoir, elle fait un pré-rapport, elle demande l'avis aux responsables de la gestion, à savoir ici le président de Grenoble-Alpes Métropole, puis elle délibère de manière définitive. Nous avons donc bien deux rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de Grenoble-Alpes Métropole. Alors, autant les recommandations issues du premier rapport, je dirais, étaient finalement plus relatives à des axes stratégiques de la métropole, alors que les observations de ce second rapport semblent plus à caractère opérationnel et technique. Alors, c'est également un rapport qui comprend un certain nombre de pages, qui est un document sérieux, documenté, argumenté, critiqué, avant d'être voté de manière définitive par la Chambre régionale des comptes. Alors, je vais simplement rappeler ici quelles sont les recommandations issues de cet important travail. Recommandations qui s'adressent, bien entendu, à la métropole. Recommandation numéro 1, élaborer et adopter les statuts de la métropole. Je vais tout de suite vous dire quelle était la réponse du président de la métropole à chacune de ces observations, parce qu'il avait des choses à dire. Donc, en matière d'élaboration et d'adoption des statuts de la métropole, le président répond « Afin de permettre à la métropole d'organiser pour le compte des communes des groupements de commandes, comme la loi du 27 décembre 2019 le prévoit, des projets de statut seront prochainement proposés au Conseil métropolitain et aux conseils municipaux. » S'agissant de la recommandation numéro 2, la Chambre régionale des comptes préconise de mettre en place des procédures de recrutement régulières en lien avec une stratégie claire, fondée sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il s'agit bien évidemment là d'une recommandation forte en matière de gestion des ressources humaines. Le président répond « La procédure de recrutement a été entièrement revue en juin 2019 pour permettre de nous assurer du total respect des modalités de recrutement. Un logiciel a été développé pour garantir la conservation des documents dans ce domaine. Un comité ressources humaines composé de la direction générale, de la direction des ressources humaines et de la direction de la santé,
de la direction de la santé, de la prévention et de la sécurité au travail procède aux arbitrages lors des vacances de poste. Troisième recommandation, mettre en place sans délai le complément indemnitaire annuel conformément aux obligations légales. Réponse du président. Ce point a été inscrit à l'agenda social de la collectivité en vue d'une régularisation dans les prochains mois. On rappellera ici que notre conseil municipal a voté, lors de sa dernière séance, je crois, le RIFSEP, qui répond à cette obligation, s'imposant à toutes les collectivités locales. Recommandation numéro 4. Définir une organisation de la commande publique permettant de respecter la réglementation applicable, notamment en matière de computation des besoins. Réponse du président. Un audit de l'organisation a été réalisé en 2020-2021 et un chantier d'organisation de la fonction d'achat et de commande publique a été lancé dans le cadre de la réorganisation globale des services. Recommandation numéro 5. Veiller à la soutenabilité du programme d'investissement du budget annexe déchets par la mise en œuvre d'un financement adapté et d'un programme d'économie de fonctionnement. Ce à quoi le président répond, la métropole partage cet enjeu et a entamé un travail de prospective budgétaire sur la question de la collecte et du traitement des déchets. Je crois que personne n'ignore ici et ailleurs aussi l'importance de ce sujet concernant la métropole. Dernière recommandation, clarifier les champs d'intervention et les conditions de portage des opérations d'aménagement des différents acteurs de l'aménagement. Ce à quoi le président répond, la métropole partage cet enjeu et a entamé un travail de prospective budgétaire sur la question de... Pardon, la métropole s'est engagée dans cette direction. Il n'a pas dit qu'elle partage cet enjeu, il dit la métropole s'est engagée dans cette direction. Voilà, donc ce rapport, il ne constitue pas un doublon par rapport au rapport qui nous avait présenté en avril. C'est un document complémentaire sur lequel chacun est invité à s'exprimer. Je pense que chacun a pu ou non prendre connaissance de ces deux textes qui sont très importants, à la fois pour nous qui quand même vivons dans cette métropole et également pour ceux qui en sont les gestionnaires. Je dirais, moi, simplement pour ce qui me concerne, j'ai pu voir quand même le caractère complémentaire de ces deux rapports qui sont quand même de nature à aider la métropole à s'affirmer et à jouer pleinement son rôle, ainsi que l'attendent toutes les communes membres d'ailleurs, dans le respect des lois et des règlements. Merci Gérard. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas, parce que je pense que Gérard connaît le rapport par cœur. Merci, c'était très clair. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du rapport et du débat intervenu. Alors, le point suivant concerne une convention avec le centre de gestion de l'Isère pour l'intervention du pôle archives. Donc, je rappelle que les archivistes du centre de gestion sont intervenus de 2018 à 2021, soit 50 jours au total, effectuant un travail très conséquent de remise à niveau de l'archivage. Je ne sais pas si on peut projeter le rapport pour avoir quelques photos. Toutefois, il reste aujourd'hui à traiter 18,3 mètres linéaires d'arriérés, puisque quand on traite les archives, on parle en mètres, soit 2,4 mètres linéaires dans le local archive et 15,9 à la maison des associations. Sachant qu'une grande partie des archives à la maison de l'association sont en vrac, donc sont également à reprendre 32 mètres linéaires d'archives cotées selon le cadre de classement.
Donc nous proposons une nouvelle intervention de 41 jours sur 2 ans qui va inclure la reprise des autorisations d'urbanisme pour un total de 13 152 €. Cette intervention permettra de la commune de remettre complètement à jour dans le domaine de l'archivage. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque les archives d'une commune constituent la mémoire administrative et historique de la commune et leur préservation est essentielle. Elles sont aussi essentielles à la justification des droits des administrés et permettent de créer un lien social en participant à la transparence administrative. Vous avez pu projeter un peu pour que... Oui, très bien. Et donc, il est les devoirs de la commune, et c'est pour le coup le maire qui en est responsable. Donc, inutile de vous dire que je prends les choses très au sérieux pour en assurer leur conservation et leur mise en valeur. En les classant, en les triant, en les éliminant. Et quand je vous disais qu'effectivement le maire en est responsable, puisque le maire est responsable des archives communales en tant qu'exécutif de la commune, mais aussi en tant qu'agent de l'État. Il est responsable civilement et pénalement en cas de destruction, de dégradation ou de détérioration d'archives. Et en cas de négligence ayant entraîné la soustraction ou le détournement des biens. Et donc nous travaillons avec les archives départementales puisque eh bien, c'est leur mission, c'est leur fonction. Voilà, donc je propose que vous m'autorisiez donc à signer cette intervention, cette convention. Y a-t-il des remarques, des questions ? Oui, la précision que je souhaitais avoir, ça représente combien d'années d'archivage non traité ? Combien d'années d'archivage non traité ? C'est un peu difficile de répondre parce que dans le tas qu'il y a à la maison des associations, il y a des documents assez anciens et puis en même temps des choses un peu récentes. Donc c'est assez mélangé en fait. On sait qu'elles sont intervenues, comme je le disais, de 2018 à 2021, mais elles n'ont pas pu tout traiter. Donc c'est pourquoi on engage cette somme, qui est quand même assez importante pour la commune, pour continuer le traitement. Et en parallèle, les archivistes du centre de gestion forment 2 personnes, 2 agents, pour qu'elles puissent continuer ensuite à travailler sur l'archivage et qu'on ne se retrouve pas à empiler des documents sans savoir lesquels il faut garder ou pas. Ok, merci. Bien, donc je vais mettre ce rapport au vote, à moins qu'il y ait d'autres questions, non ? Qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord pour cette intervention. Alors, maintenant, nous passons au point sur les ressources humaines. C'est Gérard qui est rapporteur au sujet de la durée annuelle du temps de travail mis en place, des 1607 heures. On t'écoute. Eh bien, les 35 heures, c'est une loi de l'État et ce n'est pas nouveau. Simplement, un certain nombre de collectivités eh bien, avaient pris certaines distances par rapport à l'application de cette loi. Et c'est pourquoi, le 6 août 2019, une nouvelle loi a été promulguée qui prévoit et demande la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures que certains établissements ou collectivités territoriales avaient maintenus. Et cette loi demande un retour obligatoire aux 1607 heures. Alors je vous dis tout de suite que Noyaret n'était pas dans les établissements ou les communes qui avaient consenti d'énormes avantages indus aux agents.
Le seul avantage sur lequel il faut revenir et sur lequel notre gestion est déjà revenue, c'est 2 jours qui étaient accordés aux agents à la discrétion du maire. Donc, il est demandé aujourd'hui, il est proposé à notre conseil municipal de fixer la durée annuelle du temps de travail à 1607 heures, comme le demande cette loi, la loi que je viens de citer. Ces 1607 heures étant calculées de la manière suivante: le nombre total des jours de l'année est de 365, le nombre de repos hebdomadaires à raison de 2 jours par semaine et de 52 semaines, ça fait 104 jours, les congés annuels sont de 25 jours, les jours fériés sont au nombre de 8, il nous reste un nombre de jours travaillés. Donc, on enlève aux 365 228 jours. Il nous reste un nombre de jours travaillés multiplié par 7 heures par jour de 1596 heures, que l'on arrondit à 1600 heures, et auquel s'ajoute la journée de solidarité, qui est instituée déjà depuis plusieurs années. Et ainsi, nous proposons de valider une durée du travail annuel de 1607 heures pour notre collectivité. La délibération qui vous est proposée rappelle par ailleurs les garanties qui sont accordées aux agents en matière de temps de travail. C'est ainsi que la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Et le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à 35 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Et il est enfin proposé de voter la mise en œuvre de ces dispositions à partir du 1er janvier 2022. Merci. Y a-t-il des questions ? Moi, j'ai juste une remarque. Je pense qu'on va essayer d'afficher cette délib dans le bureau de Jean-Baptiste pour qu'il puisse la voir tous les jours, puisque 1607 heures, c'est ce qu'il fait dans le trimestre. Donc, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord et adopte la mise en place des 1607 heures. Gérard, tu continues avec la mise à jour du tableau des effectifs. Alors, je voudrais simplement rappeler à notre conseil que nous avons voté en juillet dernier un tableau des effectifs. Alors, la présente mise à jour, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, est essentiellement de nature administrative. Il s'agit d'acter le fait que les emplois d'adjoints d'animation, concernant essentiellement l'activité périscolaire, sont par nature des emplois non permanents, ne pouvant donc donner lieu à titularisation. Voilà. Donc ces emplois figureront dans une colonne du tableau des effectifs, dit emploi non permanent. J'ajoute que cette modification de notre tableau des effectifs a reçu un avis favorable du comité technique paritaire, comportant des représentants
des communes et des représentants des syndicats des personnels et que cet avis favorable a été donné le 2 décembre dernier. Merci. Y a-t-il des questions? Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'adopter les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées. Le point suivant, toujours sur les ressources humaines, c'est la convention d'intervention prévention des risques professionnels avec le CDG de l'Isère et c'est Marie-Josée Gros-Croissy qui est rapporteure. On t'écoute. Bonsoir. Donc, les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Article 2-1 du décret numéro 85-603 du 10 juin 85 modifié. Nous rappelons que les évolutions de la réglementation ont clairement confirmé l'obligation faite aux élus et aux services de définir, planifier et mettre en œuvre une politique de prévention des risques professionnels. Nous rappelons aussi à cet effet que la métrasif, la médecine de prévention de la collectivité, ne couvre pas les diverses missions des intervenants de la direction santé et sécurité au travail, telles que, je ne vais pas tout vous énumérer parce qu'on va y passer la soirée. Donc les plus importantes sont actions de sensibilisation adaptées aux besoins de la collectivité, agents, élus, assistants de prévention, direction, CHSCT, entretien individuel ou collectif par un psychologue du travail, entretien individuel ou collectif par un assistant social du travail, et enfin mise en œuvre du dispositif de recueil des signalements des victimes d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement ou d'agissements sexistes. Dans le cadre du développement du dialogue social, du respect de la loi en matière de prévention des risques professionnels et dans un objectif de qualité de vie au travail, ces missions ne peuvent être conduites en interne. C'est pourquoi nous proposons de recourir aux services proposés par le CDG et d'autoriser le maire à signer la convention Intervention Prévention des risques professionnels annexée à la présente délibération qui précise les conditions d'intervention et de financement du centre de gestion de l'Isère. Merci Marie-Jo. Y a-t-il des questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, nous donnons notre accord et je suis autorisée à signer tous les documents qui se rapportent à ce dossier. On change de chapitre et on passe aux travaux espace vert. Je vais donc passer la parole à Annie Pontieux sur la convention de travaux 2022 avec la CISI. Bonjour, je vous rappelle la collaboration qu'il existe de longue date entre l'association CISI, qui est un chantier d'insertion du Sud-Isère, et la commune de Noyaret. Nous vous rappelons que la CISI effectue pour la commune divers travaux de débroussaillage, élagage, tonte, abattage, entretien de rives de cours d'eau, entretien de sentiers, de randonnée, et souligne le travail de qualité réalisé par la CISI. Nous vous rappelons également l'importance de soutenir l'insertion par l'activité économique telle que réalisée par la CISI dans le cadre de ces chantiers d'insertion. Donc, je vous propose de renouveler cette convention pour 2022 telle qu'annexée à la présente délibération avec un nombre de 25 jours d'intervention. Je vous propose d'autoriser le maire à signer la convention de travaux dans le cadre d'un programme de chantier d'insertion proposé par la CISI. Et les crédits seront inscrits au budget 2022. Donc la convention, elle apparaît à l'écran. Je ne vous la lis pas toute entière, mais bon, elle est tout à fait dans le respect des conventions qu'il existe avec les chantiers d'insertion. Voilà, donc les 25 jours de travail coûteront 12 250 € pour l'année. Donc c'est un travail très efficace et qui vient bien en aide aussi des employés de la commune. Merci Annie. Est-ce qu'il y a des remarques?
Oui, Didier. Prends un micro, parce qu'on ne t'entend pas. Non, juste une remarque, savoir si 25 jours, c'est ce qui se passait déjà avant ou s'il y a une augmentation, une diminution. Alors, on avait, quand on est l'année dernière, non pas l'année dernière, l'année d'avant, il y avait une convention de 22 jours et on a remis 3 jours supplémentaires. Voilà. Et donc, ça correspond bien à ce qu'il y a à faire, en fait. C'est suffisant. Merci. D'autres remarques? Non? Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal donc son accord et m'autorise à signer la convention. Alors, le point suivant touche les institutions et logements avec la convention entre le préfet de l'Isère et les services enregistreurs qui concerne les conditions et les modalités de mise en œuvre du système national d'enregistrement des demandes de logement locatif social. Donc il faut savoir que depuis 2015, les demandes de logement social en Isère sont enregistrées dans ce qu'on appelle le service national d'enregistrement. Ces services d'utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les intercommunalités, les bailleurs sociaux et de manière générale les autres réservataires de logements sociaux. Chaque service utilisateur du SNE doit donc au préalable avoir signé une convention avec le préfet de l'Isère. Et donc les conventions étaient donc signées depuis 2015, elles doivent être aujourd'hui renouvelées pour que la commune puisse donc continuer à avoir un accès au SNE en enregistrement. Donc je vous propose de m'autoriser à signer cette convention pour permettre à la commune de toujours avoir accès au service national d'enregistrement. Y a-t-il des questions? Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la convention entre le préfet de l'Isère et les services utilisateurs du SNE et m'autorise à signer cette convention. Le point suivant, qui est en lien avec le précédent, de la renouvellement de la convention de mise en œuvre du service métropolitain d'accueil du demandeur de logement social entre Grenoble-Alpes Métropole et Noyaret. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre locale des obligations légales liées à l'accueil et à l'information du demandeur, il est attendu que chaque acteur dans la commune de Noyaret se positionne sur un niveau de service à rendre par ses propres moyens. Donc il faut savoir que quand vous déposez un dossier de logement social, vous pouvez le déposer à Noyaret, puisque Noyaret est ce qu'on appelle de niveau 2, puisqu'il y a 3 niveaux pour enregistrer les dossiers de demande de logement social. Le niveau 1 qui est juste de renseigner les demandeurs métropolitains sur les lieux d'accueil et d'orienter un demandeur qui souhaite faire enregistrer sa demande vers les autres niveaux. Et donc Noyaret est niveau 2, c'est-à-dire que à Noyaret, vous pouvez réaliser un premier diagnostic de la situation et donc mener un entretien conseil de la demande, ou alors proposer un entretien d'instruction sociale avec un chargé de mission sociale via les moyens métropolitains. Vous pouvez, toujours à la mairie de Noyaret, enregistrer des demandes de logement social et toutes pièces relatives à la demande. Et enfin, mettre en œuvre des règles d'organisation locale du dossier unique. Je peux vous parler du niveau 3 aussi, qui est réalisé par un agent avec la qualification de travailleur social, qui concerne les ménages dont la situation démontre des obstacles à l'accès au maintien dans le logement et conditionne la bonne mise en œuvre des objectifs d'attribution tels que définis par le CIA et participe à la bonne mise en œuvre territoriale de la politique du logement d'abord. C'est plutôt les grosses communes qui effectivement ont la capacité d'avoir un niveau 3, puisque vous l'avez compris, il faut un agent dédié. Donc nous serons niveau 2. Enfin, nous sommes et nous serons niveau 2. Donc je vous propose
d'inscrire le guichet d'accueil communal dans le niveau 2 au sein du service métropolitain et d'information des demandeurs du logement social, et ainsi d'approuver la convention 2022 de mise en œuvre du service métropolitain d'accueil et d'information de la demande du logement social, et de m'autoriser à signer la convention. Y a-t-il des questions? Alors, je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc, après en avoir délibéré, nous donnons donc notre accord pour le renouvellement de cette convention Noyaret en niveau 2. Et je suis donc autorisée à signer tout document nécessaire en s'y rapportant. Et voilà. Et nous étions sur la dernière délibération. Je dois vous faire retour de 2 décisions administratives. La première, c'est le mandatement du cabinet d'avocats SELARL Conseil Affaires Publiques pour représenter la commune dans l'affaire de Noyaret contre Capet Promotion devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Donc c'est Maître Sénégas qui va nous représenter. Et la deuxième décision, c'est une convention avec le club de tennis de table de Sassenage. Donc le club de tennis de table va pouvoir intervenir sur les temps du périscolaire du jeudi 6 janvier au jeudi 10 février sur la base de 1h30 par semaine. Pendant 6 semaines, soit 9 heures. Pour information, le coût total est de 270 €. Voilà, je laisse la place maintenant aux questions diverses. Il n'y a pas de questions? Tout le monde a envie d'être en vacances? Bien. Eh bien, puisqu'il n'y a pas de questions, avant de passer la parole au public, je vous remercie. Et la séance est donc terminée. Et on peut passer la parole au public. Ah, une question. Ah ben merci monsieur. C'est triste, il n'y a pas de question. Peut-être prendre le micro parce que sinon... Parce que j'ai oublié de le redire, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais le conseil municipal est pas en direct sur Facebook. D'accord. Je voulais poser plusieurs questions. La première, c'est toujours ces problèmes de camions qui traversent Noyaret à grande vitesse. Certains sont de Noyaret, d'autres sont à l'extérieur de Noyaret, comme tout envers, les autres, je ne sais plus comment ça s'appelle, ils traversent Noyaret à grande vitesse. Sans parler des transporteurs Chronopost et tout le reste qui doublent des files complètes de voitures. Bon, ça, c'est pas, comment dire, c'est pas de notre faute. C'est un peu la gendarmerie qui devait gérer tout ça, mais bon, c'est pas facile. Est-ce qu'il faudrait demander à la métropole qu'ils nous mettent des caméras? Mais je sais pas. Après, il y a l'état de la route sur le chantier, qui est non seulement pas agréable quand on roule dessus, qui salit les voitures, mais ça c'est une chose, mais qui est très dangereuse. Parce qu'une voiture qui roule sur un petit caillou, si le caillou part, que vous le prenez en plein visage, c'est pas très agréable, je pense. Et bon, je pense que le chantier devrait faire quelque chose. La mairie, je ne sais pas si elle peut faire quelque chose. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait une personne attitrée à la mairie, un conseiller, qui a des relations avec l'EHPAD de Noyaret, pour avoir certaines discussions, parce que je trouve que l'EHPAD il y a beaucoup de trous, on va dire, beaucoup de problèmes au niveau sécurité, au niveau tout ça. Merci. Alors, 3 questions. Alors la première, je vous en remercie, parce que, puis la deuxième aussi d'ailleurs, parce que quand vous évoquez les camions à grande vitesse, il n'y a pas que les camions, hein, les voitures aussi, faut les voir, hein, c'est un scandale. Il faut savoir que on est côté police du maire.
Donc on a fait un gros travail avec les gendarmes. Ce travail, on le continue, on le poursuit. Notre policière municipale, Perrine, est sur le pont aussi tous les jours. Donc il y a énormément de verbalisations qui ont lieu. Alors c'est sûr que malheureusement on n'a pas énormément d'outils autres que la verbalisation, mais pour vous donner une petite image, je crois que je me souviens plus d'ailleurs, je crois qu'on était à combien de verbalisations en 20 minutes? C'est l'exemple que je donne tout le temps. Hein? Vous vous rappelez plus? Ouais, on m'écoute jamais de toute façon quand je parle. Non, c'est une horreur. Et du coup, on a quand même toujours, nous, la volonté, évidemment, de travailler la question de la circulation globalement dans Noyaret. Et ça, c'est un chantier qu'on va démarrer sur le premier semestre de l'année prochaine, en mode justement participatif, avec pour l'objectif de rendre la commune aux piétons. Et il faut aussi savoir que comme vous avez plusieurs projets qui vont sortir de terre, ces projets-là vont forcément induire des modifications au niveau routier. Voilà. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura quand même la possibilité de travailler d'une façon à ce que quand les voitures, quand les camions arrivent dans Noyaret, ils sachent qu'ils sont dans un village et qu'ils ne sont pas sur une départementale où on peut rouler à fond. Donc je vous confirme que je suis bien d'accord avec vous et qu'on met le paquet pour au moins attraper les mécréants, j'ai envie de dire. Sur la deuxième question, alors oui, ça ne nous a pas échappé que le chantier était dégoûtant. Et je remercie beaucoup les agents parce qu'ils se sont bien activés sur le sujet pour justement obliger les entreprises Caron, pour ne pas les citer, à nettoyer leurs crottes là qui nous laissaient de partout. Donc on est allé jusqu'à un PV et puis à une amende. Voilà. Donc et puis s'il faut en mettre toutes les semaines des amendes, on en mettra toutes les semaines, c'est pas un problème. Donc normalement, je crois de mémoire qu'il doit y avoir un gros nettoyage demain. Et voilà. Après, en ce qui concerne l'EHPAD, alors si vous avez un sujet qui est peut-être plus personnel, on ne va pas en parler devant tout le monde. Par contre, c'est effectivement Sandrine Moutin qui est là-bas, qui est vice-présidente du CCAS, et moi en tant que présidente. Donc on peut prendre un petit moment après pour évoquer 2 ou 3 questions qui pourraient vous tenir à cœur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques du public? Oui, Odile. Odile Capelli, je veux savoir si vous avez des retombées concernant la dernière réunion qu'on a eue pour la carrière qui se trouve, voilà, la carrière telle qu'elle est. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce qui a été dit? Alors je regarde Nathalie. Est-ce qu'elle peut passer un micro, Nathalie? Il est où le 3e? Il est là-bas. Oui, du coup, suite à la réunion, donc on avait demandé au directeur de la carrière de déjà nous faire passer tous les éléments d'amélioration qu'ils avaient pu effectuer pendant les années à venir. Donc ça, on l'a reçu il y a quelques temps. Donc on va faire je pense, un bel article dans le prochain bulletin municipal pour avoir une info pour tout le monde. Et ensuite, par contre, il me semble qu'au niveau des habitants, il devait y avoir une association qui se monte. Ça, par contre, on est toujours en attente.
Je sais que Cyril est en lien avec un certain nombre d'habitants du quartier, mais je crois que c'est un petit peu compliqué d'après ce que j'ai compris. Je me demande si ça se fera d'ailleurs. Voilà. Pourtant, réellement, ça aurait été la chose la plus favorable pour agir au niveau de la carrière, c'est-à-dire vous auriez pu être présent aux réunions et du coup avoir un poids plus fort qu'à l'heure actuelle. Bon, une deuxième question, toute personnelle. Vous avez parlé de l'archivage tout à l'heure. Moi, je me dis bêtement que si l'archivage était fait, pas toutes les années, mais tous les 2 ans, est-ce qu'on pourrait se passer de dépenser toutes ces sommes? Si l'archivage avait été fait, on aurait pu se passer de dépenser toutes ces sommes. Oui. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va former 2 agents pour que l'archivage soit fait régulièrement. Oui, en passant tout à l'heure, en allant un peu plus loin que le centre-village, en allant vers Verey, j'ai vu qu'il y avait une coupe d'arbres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on envisage de faire quelque chose aussi là-dessus ou... Non, ça vous dit rien? Une coupe d'arbres, tu prends le chemin à droite, tu vas au fond vers la digue? Non. Ah. Il y a le centre-village, là, les travaux, et dans le tournant, à gauche, on n'a pas des arbres. C'est là où un arbre était tombé. Il y avait un arbre qui était tombé sur la route. Il y a quelques semaines. Et actuellement, on est beaucoup d'autres arbres. Moi, je pensais que c'était comme tout de sécurité. Notamment des Canadiens qui avaient... Non, mais où est-ce que c'est, là? Ils coupent des arbres? Oui, il y a le pont, effectivement. Il y a le pont tout de suite après. C'est tout de suite. Et quand tu dis ils ont commencé, c'est quoi? C'est un service... Je sais pas. C'est des particuliers? Non, parce que là, tu vois, ça nous dit rien du tout. Jean-Jacques, tu pourras aller voir? Parce que Jean-Jacques, il est délégué aux arbres. S'il y a un arbre qui bouge, Jean-Jacques doit être au courant ici. Moi, aussi une autre question. Dans notre quartier, il y a eu des cambriolages. Est-ce qu'il y a toujours une sécurité Vigipirate ou un truc comme ça dans la commune? Oui. Alors, c'est pas Vigipirate. Par contre, dans le dernier, vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux lettres un petit A4 jaune. Oui. Bien. Et en fait, dans ce petit A4, il y avait un petit article où justement, on relançait un dispositif qui est un dispositif de l'État de mobiliser les citoyens pour justement travailler sur une vigilance commune dans les quartiers. Alors, on a fait déjà une première rencontre avec des personnes qui s'étaient déjà inscrites sur le dispositif voisins vigilants. Je dis on, c'était avec ma policière municipale. Les gens étaient plutôt partants pour continuer. Par contre, il y a des quartiers qui n'étaient pas représentés, dont le tien. Donc, on est plutôt demandeur de chercher des personnes qui seraient OK pour s'investir dans ce projet, sachant que les gendarmes donneraient une petite formation pour justement apprendre les bons gestes. Hein, vous n'êtes pas des cow-boys non plus. Apprendre à repérer ce qui ne fonctionne pas, des petits trucs, et de travailler en partenariat en direct avec la policière municipale. Donc, tu l'as pas eu, le petit flyer A4 jaune? C'est Annie qui l'a mis dans ta boîte. Oh bah, il est passé dans les prospectus. Regarde sur le site de la mairie, si tu veux, tu vas le trouver, l'article, il y est. Et si tu veux t'inscrire, mais ouais, on est complètement dans cette idée. Et on a fait un petit point avec la gendarmerie, c'était la semaine dernière. Sur cette année, il y a eu 10 cambriolages à Noyaret. Plus de questions? Le conseil municipal?
Ah, la prochaine réunion, eh ben, en fait, on attendait d'avoir les inscriptions et on va, courant janvier, proposer une date, justement, pour récupérer les nouveaux inscrits, récupérer les anciens et faire la formation. Et du coup, prochaine date du conseil municipal n'est pas fixée, mais on sait qu'elle sera en janvier. Alors réservez tous vos lundis soirs. Puisqu'on doit passer une délibération avant le 2 février. Donc le prochain conseil municipal sera forcément en janvier. Voilà. Bon, eh bien... Ah, Johan. Merci. Merci. Juste une petite précision sur un article qui est paru dans le Dauphiné concernant le plan énergie-climat de la métro, qui a été signé par 17 des 49 communes. Donc la commune de Noyaret n'a pas été signataire de ce plan. Par contre, on a été invité à nous exprimer lors de ce forum. On a été même cité en exemple par le président de la métro. On a choisi de ne pas signer ce plan climat pour la bonne et simple raison que les objectifs de ce plan sont des travaux sur lesquels on est déjà largement engagé, voire même en avance par rapport aux autres communes. Donc signer ce plan engendrait une surcoût au niveau travail de nos agents sans réel bénéfice. Parce que ça soit concernant l'éclairage où on poursuit la rénovation et l'extinction nocturne, ou que ça soit dans la rénovation énergétique des bâtiments où on est suivi grâce à la LEC et une appel à manifestation d'intérêt avec des subventions pour lancer une étude poussée technique sur les travaux à réaliser dans nos bâtiments. Donc tout ceci est déjà engagé et on ne voyait pas d'intérêt à signer ce plan. Par contre, on reste quand même partenaire privilégié de ce genre d'activité et forum où on est invité à la fois à s'exprimer, à travailler avec les autres, mais sans rentrer dans le dispositif complètement. Voilà. Merci, c'était bien que tu reviennes dessus. Bien. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à tous de belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien. Surtout que je regarde mes élus un par un. Reposez-vous bien pour être bien en forme en janvier. Et puis, on va se recroiser d'ici là, de toute façon. Bonne soirée.